Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Le phénomène des filles devenues mères sans être dans un lien de mariage est préoccupant. Il prend de l'ampleur et devient un enjeu de développement. Le projet Ouaka trouve une solution régionale à l'érosion côtière. Les travaux de construction des ouvrages de protection du littoral ouest Bénin-Togo ont démarré la semaine dernière. Et puis le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes au Bénin, mais son dragage a de nombreux effets directs sur l'environnement, des impacts environnementaux pouvant conduire à des catastrophes. Être à la fois fille et mère est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans la société. Des grossesses très précoces qui compromettent l'éducation et l'avenir des adolescentes, leur faisant parfois courir des risques mortels, ce qui impacte négativement le développement. Le phénomène des filles mères, un enjeu de développement, c'est un sujet réalisé par Christelle Diomamou, présenté par Ulvaeus Balogun. Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit de ses parents est un sacrilège. Malheureusement, aujourd'hui, des filles de 13, 15, voire 18 ans tombent facilement enceintes. On parle alors du phénomène fille-mère. Une fille-mère, c'est-à-dire une fille, c'est un enfant de sexe féminin qui est dans un processus de maturation. Elle n'a pas encore atteint toute la maturité. C'est le cas de Dame Stéphanie, tombée enceinte à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à fréquenter un homme qui avait beaucoup plus que mon âge en fait. Il avait 29 ans et j'en avais 15. Et j'ai commencé à le fréquenter parce que je voyais en lui cette figure paternelle qui pouvait, parce que j'étais très très seule, j'arrivais quand même avec cet homme-là à me confesser ce qui ne devrait pas arriver et je suis tombée enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. J'allais vraiment au cou avec la grossesse et j'étais le sujet de raillerie de tous mes camarades. Comme elle, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans les collèges et lycées des jeunes apprenantes en état de grossesse. L'année passée, nous en avons eu un troisième qui a accouché, qui est allé à l'examen et qui a eu son parchemin. Dans le monde, environ 400 000 jeunes filles de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant chaque année selon l'Institut national d'études démographiques. La sociologie de l'éducation nous a permis de comprendre que ce que l'être humain devient dans la société est beaucoup plus basé sur son éducation. Les parents, quelle éducation les enfants ont reçue? Quelle éducation une telle fille a reçue pour que cela l'entraîne sur un tel chemin? Et l'environnement dans lequel la fille a vécu aussi. En dehors de ça, il y a la curiosité. Pour éviter de tomber dans de pareils pièges, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Les parents doivent prendre soin de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Ce que nous avons à faire, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne la sexualité. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est juste de privilégier leur étude. Si être fille-mère est un handicap pour l'éducation et la scolarisation des filles, ce n'est pas une fatalité. Prendre l'habitude de communiquer avec ses enfants, ne pas faire du sexe un sujet tabou et prioriser l'éducation sexuelle et reproductive, voilà quelques moyens de lutter contre le phénomène de filles-mères. Ce 7 novembre, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Cet événement permet aux écrivains de se réunir pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés en vue de définir des démarches pouvant redresser la pente. La journée internationale de l'écrivain africain contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes de lettres du continent, mais aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés en Afrique. La littérature connaît
chaque jour des mutations qui font sa beauté, l'enrichissent, la valorisent selon les écrivains. La Journée internationale de l'écrivain africain décrétée par les Nations Unies le 7 novembre 1992 est une belle occasion pour rappeler aux écrivains africains qu'ils ont une part importante de l'histoire de la littérature. Le projet WACA est une solution régionale à l'érosion côtière. Elle a lancé les travaux de réalisation des ouvrages sur les côtes ouest du Bénin et du Togo. Une cérémonie présidée par le Premier ministre togolais. On fait le point avec William Tchoki et Patrick Nyimanvo. Un bruit incessant de ces vagues en furie dépose ou emporte des sédiments. Pour la majeure partie du littoral ouest africain, c'est le second scénario qui prend le dessus. L'océan grignote au fil des ans une partie du territoire. De nombreuses localités effacent de la carte une mobilité des traits de côte exacerbée par les changements climatiques. La réponse nationale au phénomène de l'érosion côtière a montré ses limites. Le Bénin et le Togo se mettent ensemble pour une solution régionale. Elle a pris corps depuis 2017 avec le programme de gestion du littoral ouest africain. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase décisive, la phase pratique de construction des ouvrages. Les travaux d'investissement que nous lançons ce jour vont contribuer à réconcilier les communautés avec la mer, pour leur permettre de retrouver la jouissance des ressources que leur apportait la mer et qui constituaient leur principale source de revenus. Entre Agbo-Dranfort au Togo et Grand Popo au Bénin, l'érection des épis et des brise-lames, le rechargement des casiers de sable délimités par les épis, le comblement des bras lagunaires, des aménagements récréo-touristiques, un ensemble d'ouvrages confortatifs pour amoindrir le choc. Nous avons un total de 317 000 tonnes d'enrochement à approvisionner sur les sites et à mettre en place. En ce qui concerne le rechargement des casiers et des épis, nous avons pour le Togo un volume de 340 000 m3 et pour le Bénin un volume de 280 000 m3. Ce merveilleux jour n'a été possible que grâce au leadership et au souci permanent de nos deux chefs d'État. Je voudrais ici dire ma satisfaction personnelle face à l'accomplissement de ce jour qui restera mémorable pour nos communautés et féliciter les équipes du projet ainsi que celles de nos différents départements ministériels et comités de pilotage pour la qualité du travail qu'ils ont abattu depuis plusieurs mois. Je leur demande de rester mobilisés jusqu'à la clôture du projet pour relever les défis qui sont attachés aux échéances majeures sur lesquelles les populations impactées nous attendent. Des réponses idoines et durables trouvées à l'érosion côtière. Ces travaux vont durer 19 mois. Ils coûteront 42 milliards de francs CFA, dont 29 pour le littoral du Bénin, un financement de la Banque mondiale et ses partenaires. On parle du dragage de sable. À présent, il constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais son exploitation sauvage accentue l'érosion côtière d'Abelioguet, les conditions de vie économique et sociale des populations. C'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Dovonou, environnementaliste, nous éclaire à travers cet extrait. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé.
lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Et nous restons toujours dans le domaine de l'environnement en interactualité. L'événement qui polarise l'attention cette semaine, c'est la 27e conférence mondiale sur le climat. Elle a démarré ce dimanche et se poursuit à Sharm el-Sheikh en Égypte avec l'entrée en scène de 110 chefs d'État et de gouvernement. Dimanche déjà, les délégués à la COP27 ont décidé de mettre pour la première fois à l'agenda officiel la question du financement des dommages déjà causés par le réchauffement. La question du coût financier de la crise climatique dans cet élément de France 24. Le coût des catastrophes climatiques est colossal. Il s'élève à 329 milliards de dollars en 2021, dont 105 milliards pour les inondations, 92 milliards les cyclones et 21 milliards les sécheresses. Les destructions de biens, de logements et d'infrastructures sont la conséquence directe des émissions de dioxyde de carbone. Certains experts tentent d'en chiffrer l'impact économique. On chiffre le coût social du CO2 en essayant à la fois de prendre en compte les apports positifs, s'il en est, et les dégâts causés par chaque tonne supplémentaire. Selon les estimations, une tonne de CO2 en plus dans l'atmosphère, c'est environ $3 000, mais la marge d'erreur est très grande. À cela s'ajoute le coût humain. Des centaines de milliers de personnes meurent du réchauffement climatique et 20 millions sont contraintes de migrer chaque année. Une situation particulièrement injuste. Le G20, groupe des pays les plus riches du monde, produit 75% de ses émissions. Le V20, une coalition de 55 États parmi les plus vulnérables, n'en produit que 5%. Certains ont perdu plus de la moitié de leur croissance potentielle en 20 ans à cause du réchauffement climatique. En moyenne, moins 20% de PIB. Pour ne rien arranger, ils ont aussi plus de mal à emprunter de l'argent. Le coût d'un emprunt est bien plus cher. Et pour certains, comme le Pakistan, le taux d'intérêt augmente 3 fois plus rapidement qu'aux États-Unis. Cela modifie votre capacité d'emprunt, ce qui signifie que toute reconstruction coûte plus cher par dollar dans un pays en développement que dans un pays développé. 100 millions de dollars en France, par exemple, pourrait coûter 2 millions de dollars en financement. Dans un pays en développement, cela pourrait coûter 20 millions de dollars de financement par an. En 2009, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres pour faire face au réchauffement climatique. D'année en année, la tirelire gonfle, mais 13 ans plus tard, il manque toujours 17 milliards à l'appel. Je vous propose à présent la compilation des autres informations ayant marqué l'actualité ces dernières 24 heures au Bénin. La Nation en bref porte la signature de Arnaud Adadja. Ça y est, les artisans du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou peuvent pousser un ouf de soulagement. Leur relogement sera effectif.
La construction des kiosques qui longent les rails et la clôture du Kangezo en face de la Bourse du Travail est achevée. Ces kiosques doivent servir au relogement des artisans du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. C'est l'heureux constat fait ce vendredi par les autorités à travers une descente sur le site à Bégamé. Suite à ce constat, la phase d'occupation et d'exploitation peut désormais démarrer. C'est ce qu'il convient de retenir. C'est dans le but d'accompagner les artisans du CPA que le gouvernement a entrepris l'aménagement d'une zone de relogement. Au total, on dénombre 226 kiosques aux normes. Il est prévu également sur le site un parking moto, 3 blocs de toilettes, un second accès au site avec aménagement d'une aire de stationnement d'une dizaine de véhicules. Le Bénin et le Ghana renforcent leur coopération pour lutter contre la pêche INN. Cette pêche est une pêche illicite non déclarée. Elle représente une menace majeure qui compromet dangereusement le développement des pêches et la gestion durable des ressources halieutiques. Elle n'épargne désormais aucun pays côtier. En visite au Bénin, la ministre ghanéenne des Pêches et celui du Bénin ont salué les actions et les mesures prises, aussi bien au niveau national que régional, notamment à travers le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée pour lutter contre cette pêche sous toutes ses formes. Le Fonds monétaire international a révisé à la hausse des prévisions de croissance du Bénin de 5,7 à 6% pour 2022. Le Bénin a performé au premier trimestre 2022. Le FMI et le Bénin sont parvenus à un accord. Le Fonds monétaire international confirme le développement économique rapide du Bénin ainsi que le respect de ses engagements dans le cadre du programme mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Consécutivement à cette belle performance, il est attendu un nouveau décaissement de 92 milliards 12 millions 480 000 francs CFA qui portera le niveau du tirage des ressources du programme à plus de 40% en seulement 6 mois de mise en œuvre sur une durée totale de 42 mois. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.